Bien, alors on a la chance d'avoir dans le séminaire Daniel Linco. Alors Daniel Linco, il va vous en dire deux mots, est un chercheur au CNRS, directeur de recherche, qui dirige un laboratoire qui travaille essentiellement sur le photovoltaïque. Il est l'un des pionniers de la recherche en France sur le photovoltaïque depuis déjà de nombreuses années. C'est donc un spécialiste des technologies qui nous intéressent aujourd'hui. C'est quelqu'un de, comme vous allez le voir, de très enthousiaste. Il a réellement fait faire des progrès assez importants et spectaculaires sur la partie assez fondamentale et, disons, des premières applications des cellules. Et donc, il va nous parler un peu de, je pense, des technologies et encore plus des technologies plus récentes sur ce domaine. Donc, Daniel, merci. On t'écoute. Après, on prendra des questions ensemble. Merci. Merci Didier. D'abord, merci de ton invitation à participer au séminaire suite à ton cours. C'est un vrai challenge de parler après la présentation que tu as faite. Et puis également, bonjour à tous et je suis également très heureux de participer à cette présentation. Donc, alors donc, me présente, je suis actuellement... Je m'occupe de recherche à l'Institut de recherche et de développement sur l'énergie photovoltaïque, qui est l'IRDEP, qui est en fait un laboratoire qui est issu de laboratoire universitaire à l'école de chimie pas loin ici, CNRS, dans les années 2002-2003. Et on a fondé avec EDF un labo commun, et puis ensuite une UMR, comme on dit au CNRS, qui s'est située sur le plateau de Chatou, au centre de recherche EDF à Chatou. Et puis dernièrement, il y a eu l'appel sur les investissements d'avenir, et notamment tout ce qui est Institut de la transition énergétique. Et on a fait un projet qui a été sélectionné avec notamment, cette fois-ci, avec Total, avec l'École Polytechnique, avec Air Liquide, Ribert, Jobin-Yvon, qui est de l'IPVF, l'Institut photovoltaïque Île-de-France. Alors on va passer d'une île à une autre île, finalement, sur le plateau de Saclay, dans tout ce qui est en train de se construire ici. L'IPVF est en train de sortir de terre et normalement, on devrait aménager avec à peu près environ 200 chercheurs à la fin de cette année. Donc là, on est hors air, comme on dit. Donc c'est une nouvelle étape, un nouveau franchissement de l'investissement du pays, finalement, et de la crédibilité de ce domaine des énergies renouvelables et du solaire. Et l'environnement est absolument exceptionnel pour progresser, en particulier sur certains aspects de recherche amont, recherche fondamentale. Alors en fait, ça a été rappelé, mais c'est un point important, c'est de rappeler effectivement cette fameuse distribution de l'énergie solaire dans le monde entier. Ça va jusqu'à la Suède. On voit que l'Angleterre a aussi un programme solaire photovoltaïque important. Et puis un point qui est important à rappeler, c'est que comme on est des mineurs, quelqu'un qui cherche une mine de fer, il va chercher l'endroit où il a de la ressource. Donc il faut voir d'où vient la ressource. Et on est des chercheurs d'énergie. Où est-ce qu'il y a de l'énergie? Eh bien, si on l'exprime en puissance, et je rejoins complètement les analyses qu'a fait Didier là-dessus, en fait, on voit qu'1 km² de ciel, quand il fait vraiment très beau, direct, c'est environ 1 gigawatt. Donc vous vous rendez compte qu'en plein soleil, à un moment donné, ici en ce moment par exemple, on n'est pas loin de 800 watts par mètre carré. Et donc c'est cette ressource qu'il nous faut nous adapter et apprendre à exploiter. Et cette ressource est considérable, effectivement, quand on compare en énergie cette fois-ci, on s'aperçoit qu'on reçoit environ 1 à 3 mégawattheures par mètre carré et par an. Ici, autour de Paris, c'est à peu près 1 mégawattheure. Voilà le potentiel. Et quand on raisonne sur une transition énergétique sur l'avenir, c'est ça qu'il faut avoir dans l'esprit. Après, c'est à nous de nous adapter pour trouver les moyens techniques, scientifiques, économiques pour le faire. Mais on ne peut pas rejeter a priori parce qu'il n'y a pas de soleil la nuit, parce qu'il ne fait pas beau tous les jours. Il ne faut pas rejeter quelque chose qui nous est apporté avec un tel potentiel. Et au contraire, il faut nous engouffrer dans cette voie. Alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y ait du photovoltaïque, on est entouré de photovoltaïque, mais on ne le sait pas. Le premier photovoltaïque et le premier effet photovoltaïque, finalement, c'est les plantes, c'est la photosynthèse. Au cœur de chaque plante, il y a de la chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est en fait une toute petite cellule solaire, je dirais presque rêvée, puisque c'est à l'échelle d'une molécule. Et c'est grâce, finalement, aux rayons du soleil qui va exciter la chlorophylle, qui fait passer des électrons d'un niveau bas à un niveau élevé en énergie, c'est-à-dire que les portes à des potentiels plus négatifs. Et grâce à ça, finalement, quand l'électron il est négatif, c'est comme une pile électrochimique. Il fait toute la cascade de réactions électrochimiques
qui permettent ensuite de faire la photosynthèse et notamment la réaction de formation de sucre, de glucose, en prenant du CO2 et de la water. Cette lumière ici, ce processus fondamental, est déjà un processus photovoltaïque. Le point intéressant, et je vous parlerai de multijonction après, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que la nature, au fil du temps, a adapté. Elle avait un problème, c'est qu'une seule chlorophylle, ça ne suffit pas. On n'arrive pas à avoir un potentiel suffisamment négatif pour finalement réduire le CO2 et produire le glucose. Il fallait aller plus loin. Et bien, elle a inventé la multijonction. Finalement, les électrons qui tombent, ils font tout un tas de choses, des pompes à hydrogène, protons, etc. Et là, ils reçoivent encore un nouveau photon qui le fait remonter encore d'un cran, et cette fois-ci, on arrive à un potentiel où on peut aller jusqu'à la formation de ces sucres. Donc c'est pour dire que finalement, les plantes, la vie, quelque part, est associée déjà à du photovoltaïque parfaitement intégré dans la nature, puisque c'est une part essentielle de la biomasse. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme Didier l'a indiqué, on a beaucoup de chance. Alors l'œil humain, il a fini par s'adapter au pic du jaune, mais pas seulement l'œil humain. Les molécules, etc., se sont adaptées au pic du Soleil. C'est-à-dire qu'en fait, on a une chance inouïe. C'est que dans un matériau, dans les matériaux qui nous entourent, les liaisons électroniques, finalement, pour faire sauter un électron d'un niveau bas à un niveau plus élevé, c'est exactement le type d'énergie en électronvolts, un EV, etc., qui sont nécessaires, qui arrivent du Soleil. Donc finalement, le Soleil, il est extrêmement bien couplé entre les électrons de la matière et finalement le spectre énergétique qui arrive. Et en fait, effectivement, quand vous avez une surface noire qui absorbe bien la lumière, que fait-elle? Elle fait finalement sauter des électrons, la lumière fait sauter des électrons à un niveau supérieur. Mais comme il n'y a rien pour la sortir, ces électrons, la conversion d'énergie, vont redonner finalement de l'énergie, la rendre sous forme thermique. Donc finalement, le processus le plus classique, c'est la chaleur. Mais finalement, il existe des systèmes moléculaires, les molécules, qui, elles, ont des problèmes. C'est qu'une fois qu'on a excité l'électron, il a du mal à retomber, parce qu'il existe un vide d'énergie entre les deux. Il retombe mal, et que fait-il souvent? Il renvoie de la lumière, il n'arrive pas à les désexciter, c'est-à-dire qu'il rend la lumière incidente par des processus de fluorescence, de luminescence, etc. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que le temps de séjour des électrons et des trous, ici, qui restent derrière, est peut-être suffisant pour les extraire à l'extérieur, au lieu qu'ils redonnent l'intérieur. Et c'est ce qui explique la photosynthèse. Eh bien, quand on veut faire du photovoltaïque, on part du même principe, on va extraire les électrons et les trous avec un système extérieur, avec une résistance de charge, etc. Voilà tout le défi, finalement. La nature l'avait réglé, et le photovoltaïque, c'est ça. Et finalement, on a trouvé une classe de matériaux, et ce sont les semi-conducteurs, qui sont aujourd'hui à base de silicium, qui finalement, ce n'est pas des molécules, mais elles ont la même propriété, elles ont ce qu'on appelle une bande interdite, dans laquelle finalement les électrons, quand ils sont excités, ils ont du mal à redescendre. Et donc si on se débrouille bien pour mettre des contacts, on peut ressortir sous forme de courant et de tension, donc P égale UI, c'est de la puissance, on peut ressortir finalement une puissance et convertir directement une énergie électromagnétique du Soleil en énergie électrique, qui est une énergie très noble. Et finalement, on a fait ça, comme Didier l'a indiqué, avec ces fameuses cellules au silicium, où finalement c'est une plaquette sur laquelle l'absorption de la lumière se fait, elle crée ses électrons et ses trous, et finalement, grâce à un champ électrique, les électrons viennent en surface, et les trous vont à l'arrière, et ça sort dans le circuit extérieur. Ça fait une caractéristique qu'on appelle courant-tension, et cette caractéristique courant-tension, elle est très simple, c'est une caractéristique de diode, où on rajoute simplement un photocourant, et on génère finalement ce qu'on appelle un cadran moteur, dans lequel on peut extraire de la puissance. Alors la particularité, c'est qu'en fait, tous les photons ne sont pas absorbés de la même façon. C'est-à-dire qu'il existe des photons qui traversent, c'est les photons infrarouges, dont l'énergie n'est pas suffisante pour sauter la bande interdite, et ces photons sont perdus, ils sont perdus pour la production d'électricité. Et il existe aussi des photons qui sont très bien absorbés, c'est les photons UV qui ont trop d'énergie finalement. Finalement, ils sont absorbés, mais ils perdent leur énergie, ce qu'on appelle les électrons et les trous se thermalisent, et finalement, ils reviennent au niveau de cette fameuse bande interdite entre les deux, entre une bande de conduction et une bande de valence. Et finalement, ça nous donne pour un photon, si on prend la longueur d'onde, finalement, on s'aperçoit que les photons UV, l'idéal, c'est un électron qui sort pour un photon qui est absorbé. Et vous voyez, on appelle ça le rendement quantique, référence à Planck à nouveau, et on voit qu'en fait, on est à quelque chose qui va rapprocher, l'idéal, c'est de se rapprocher de 1, et qu'à un moment donné, pour des grandes longueurs d'onde, bouf, ça passe dans le gap,
et ça transmet. Donc vous voyez, tout l'enjeu, ça va être de convertir le mieux possible, c'est-à-dire de se rapprocher de 1. Et vous verrez que les progrès sont considérables dans ce domaine. Finalement, on retrouve cette courbe de croissance historique, et là, je reviendrai plusieurs fois sur ce type de courbe, c'est qu'en fait, il y a eu une période d'induction, de latence. 1839, c'est pas loin de 1800. Qu'est-ce qu'il y avait en 1800? Volta. Il suffit d'aller juste à côté, la pile Volta, les empilements et tout. Et les chercheurs se sont passionnés pour l'électricité, et ils ont commencé, Antoine a commencé, et puis Edmond a fait ça après, ils se sont passionnés pour les effets induits de ces différences de potentiel entre du cuivre, et ils se sont aperçus finalement de l'effet électrique en 1839. Mais il a fallu effectivement attendre le saut en 1954 pour voir un jump, pour voir un saut extraordinaire. Et là, on voit qu'on est passé de pratiquement rien à 10-12% en quelques années. Et en fait, regardez cette courbe. Ça, c'est les cellules records. Ça tue. Pourquoi? Parce qu'il y a une technologie donnée qui finalement va trouver ses propres limites. Ça ne veut pas dire qu'on a atteint le rendement maximum. Ça veut dire simplement qu'avec les moyens qu'on a, les connaissances qu'on a, les procédés qu'on a, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, jusqu'à ce que quelqu'un découvre quelque chose d'autre. Et ça, c'est le saut vertical. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une rupture, c'est une découverte. Et vous voyez que finalement, les rendements records, c'est une succession de découvertes, des sauts, des consolidations, des sauts, des consolidations, des sauts, des consolidations, jusqu'à arriver aujourd'hui à 26,6%, qui est le rendement record de ces cellules. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, souvent je dis pour les physiciens, il suffit de faire la dérivée, et c'est là qu'on voit où il se passe quelque chose, c'est comme ça qu'on analyse les propriétés optiques, des choses comme ça. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que très vite, les cellules de satellite qu'on pouvait sélectionner avaient des petits modules, des tout petits modules, qui étaient très proches des cellules records. Et les cellules, je dirais, terrestres, celles qu'on va trouver, elles ont un décalage d'environ 10 points. Elles ne voient plus de la même façon les transitions. Vous voyez que ce n'est plus des sauts monstrueux. Il y a un temps de latence, il y a un temps au niveau industriel. Donc les technologies spatiales vont, les Ferrari, si vous voulez, ou courses, tout ce que vous voulez, ça descend, ça vient immerger, ça vient finalement donner des éléments sur les modules classiques. Et on voit qu'aujourd'hui, regardez la pente, finalement, les modules terrestres de Monsieur Tout-le-Monde ou de Madame Tout-le-Monde, ils sont passés de 7% en 1975. Aujourd'hui, ils sont autour de 16 à 17%. Et les meilleurs modules qu'on commence à trouver, des SunPower par exemple, choses comme ça, sont autour de 24% qu'on peut trouver, 24-25%. Donc on voit la différence, et c'est finalement la différence entre la recherche fondamentale de records et finalement les applications industrielles. Alors bon, tout ça, ça a été permis par une évolution des structures de cellules. Alors la première, c'était des grilles, c'est celle que vous voyez sur les panneaux solaires, c'est des grilles, des busbars, comme on dit, devant, derrière, les électrons sont pris, ils sont collectés comme un râteau, et puis finalement, ils sortent à l'extérieur. Puis finalement, cette technologie, comme l'a bien dit Didier, elle saturait à un moment donné à 25%. Jusqu'au moment, finalement, où il y a eu une sorte de révolution qui a été l'irruption des technologies de la microélectronique, voire de la nanoélectronique, dans le photovoltaïque, parce que finalement, c'est deux domaines qui sont très liés. Et les nouvelles cellules, finalement, ils n'ont plus rien à voir. Le matériau s'est tellement amélioré, ici, qu'on est capable d'avoir des paires électrons-trous qui restent suffisamment longtemps pour aller choisir des contacts à l'arrière. C'est ce qu'on appelle, vous voyez, il n'y a plus un contact devant. Tout ça, ça prend le soleil à fond. Et les contacts, les électrons et les trous, finalement, vont choisir, comme ils ont le temps, ils vont choisir le contact pour pouvoir sortir. Et ça, c'est un pas qui a été fait sur les progrès énormes de la qualité du silicium cristallin. Et également la qualité des couches qu'on met pour passiver. Maintenant, c'est des couches qui sont passivantes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous regardez en détail la courbe que Didier a montrée, finalement, c'est encore un saut. C'est une nouvelle technologie qui, finalement, faisait des petits, montait progressivement, qui finalement a traversé la technologie actuelle, et maintenant ces deux technologies s'hybrident. Donc c'est un exemple encore d'une innovation scientifique et technologique majeure. Voilà le record à 26,6%. Et ce que je vous disais tout à l'heure, regardez le rendement quantique, la réponse spectrale, regardez en bleu les résultats. C'est pratiquement du 1 électron par photon absorbé de l'UV jusqu'à l'infrarouge. Donc ça a été des progrès au niveau technologique remarquables. Voilà aujourd'hui le type de cellules monocristallines qu'on peut obtenir. Donc finalement, pour les premiers modules, vous voyez que les cellules industrielles à 25,2, mais des cellules records. On arrive aujourd'hui à intégrer des modules, les meilleurs des meilleurs, à 24,1% et 25%. Ceux-là sont très chers, mais c'est le pas. On est en train d'amorcer la pompe, et bientôt, ça deviendra des standards. Voilà, alors on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Là, c'est effectivement, cette fois-ci,
l'entrée du photovoltaïque dans la cour des grands au niveau énergétique. Il y a quelques années, on n'aurait pas parlé de photovoltaïque comme alternative ou possibilité. Il y a 10 ans, que vous avez les G7, les G8, on parlait des problématiques énergétiques, on ne parlait pas de photovoltaïque. On parlait du grand éolien, du éolien offshore, etc. Regardez en 10 ans le chemin qui a été fait, et ça mérite son truc, c'est que c'est dans l'épaisseur du trait, vraiment dans l'épaisseur du trait, on s'aperçoit d'une croissance, avec aujourd'hui 300 gigawatts qui ont été installés. Alors on revient à la puissance. Moi, je fais un moyen mnémotechnique très simple pour voir. Je prends 300 gigawatts, je multiplie par 1000, et j'ai des térawattheures. Donc ça fait environ 300 térawattheures. Donc en fait, on est dans une situation où finalement on a franchi la barre des 300 gigawatts, 75 gigawatts en 2016, c'est énorme, dont 35 seulement en Chine. Et ensuite, on s'aperçoit que pour 2020, 500 gigawatts, et la prochaine période, y compris par l'Agence de l'énergie, on va franchir la barre des térawatts. Donc on est dans une situation dans laquelle, économiquement, c'est un domaine qui se développe énormément, qui devient de plus en plus crédible et intéressant. Et la façon de traduire ça concrètement, et on parlait de maisons à énergie positive, de territoires à énergie positive, etc., regardez, en quelques années, le poids qu'a pris le photovoltaïque dans la production, la consommation électrique de pays. Aujourd'hui, en Allemagne, alors ça fait plusieurs années, ils étaient les pionniers, 7% de l'électricité allemande, aujourd'hui, c'est du photovoltaïque. On prend la Grèce et l'Italie qui ont, en quelques années, en 5 ans pour la Grèce, sont arrivés à autour de 8%, 7,4%. La France, qui est quand même, elle est ici, je crois qu'elle est vers les 1,2, 1,3%. Vous voyez, elle est là, elle est à 1,5%, qui lui dit. Et donc, c'est montrer que cette dynamique se traduit bien par une contribution énergétique. Et si on pousse le raisonnement un peu plus loin, des équipements de toiture, des équipements des endroits qu'on peut faire, ce n'est pas 8% qu'on peut faire. On peut aller beaucoup plus avec le stockage, avec l'autoconsommation. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment, il y a des limites économiques, il y a des limites, mais sur le plan énergétique, la ressource est là et il n'y a pas de raison, ça s'installe en une heure, pas en une heure, en quelques jours. Voilà, donc je poursuis. Et tout ça, il y a une chose, toutes ces choses-là, si les grandes entreprises s'y intéressent, si les pays s'y intéressent, ce n'est pas pour la beauté de la chose, c'est parce qu'économiquement, ça devient quelque chose d'intéressant. Et voici une projection des prix finalement, le mégawattheure. Donc là, c'est une unité de prix d'énergie. Eh bien, vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans des situations où il y a même des endroits au Chili où on est à 30 centimes, on est à 30 dollars de mégawattheure, donc 3 centimes d'euros du kilowattheure. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation dans laquelle c'est un game changing, comme on dit, c'est quelque chose qui est en train de changer la donne pour les grands énergéticiens également. Et puis c'est distribué dans le monde entier. Aujourd'hui se développe l'Afrique, l'Inde, etc. Alors je vais vous donner le deuxième exemple qui traite des ruptures technologiques et des avancées des ruptures. Et là, on va parler des cellules CIGS. J'ai rajouté le G parce qu'il y a le gallium. Et en fait, c'est un peu tout sur ce domaine-là que j'ai consacré pratiquement 40 ans ou 30 ans de développement. Donc je connais le domaine depuis 1978. Donc vous voyez, donc voilà. Donc, qu'est-ce qui se passait en 1978 ? Quand j'ai commencé, d'ailleurs, elles n'existaient pas au départ. Moi, j'ai commencé ma thèse ici. Et regardez, ce sont des cellules qui ont peu à peu monté. Et regardez, vous retrouvez cette logique de saut et de consolidation. Toujours, ce n'est pas un trait qu'on tire comme on fait parfois, pointillé en disant il y a une croissance de 1% par an. Oui, il y a une croissance moyenne. Mais cette croissance moyenne, elle est liée à des ruptures et à des consolidations. Et ici, sur chacune d'entre elles, je pourrais vous expliquer pourquoi ça a changé, qu'est-ce qui a changé. Je vais seulement prendre les grandes lignes. Voilà, au début, on ne se préoccupait pas, on voulait faire des couches minces, on faisait 2 couches minces sur du verre, du molybdène pour un contact arrière, une couche de type P, de CIS, comme on a dit tout à l'heure, et puis une couche de type N. On a fait une jonction PN, et puis on sort le courant, ça donne 8%. Voilà. C'est des conditions très simples, 8%. Ensuite, on s'est aperçu finalement qu'on perdait beaucoup de courant parce que cette couche, elle perdait beaucoup de photons. Les photons, ils n'étaient pas bien absorbés. Donc, on a rajouté du zinc. En rajoutant du zinc, on le rend la couche plus transparente. Donc, il y a plus de photons qui arrivent dans la couche d'absorbeur, cette couche sombre ici. C'est elle qui prend les photons, c'est elle qui est noire. Donc, en fait, on a une première, et ça a permis de monter à 12%. Ensuite, on s'est rendu compte que finalement, le job de cette couche,
Là, il ne faisait rien, ça ne servait à rien d'avoir une couche qui soit colorée là. Le job, il était fait à l'interface entre les deux couches. Dès qu'on a prêt, finalement, la recherche s'est dit, bon, on va mettre une couche qui est beaucoup plus transparente au-dessus, et on va laisser simplement pour le travail, cette couche jaune, on va en faire que 50 nanomètres. Et donc, vous voyez que finalement, on a amélioré l'entrée des photons à l'intérieur de cette couche tout en gardant les propriétés électriques. Et puis finalement, on s'est aperçu que cette couche-là, il fallait la moduler, mettre plus de gallium vers le fond, de l'indium. Donc, on a commencé à travailler cette couche. Et là, on est monté à 15% de rendement. On continue. En 2019, une découverte fondamentale, en 2010, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que le sodium, par hasard, qui était dans le verre de vitre, le sodium diffusait, les ions sodium, ce n'est pas le sodium métallique, diffusait à l'intérieur des couches et finalement améliorait beaucoup les qualités des couches. Donc on s'est rendu compte que finalement, il y avait d'autres effets qui étaient impressionnants. Alors vous voyez commencer à apparaître, on comprend de mieux en mieux. Vous savez, ça ressemble un peu à l'évolution darwinienne. Hein. On adapte une technologie peu à peu et on la voit progresser. Donc là, je vais aller sur scientifiquement, on explique bien où va le sodium, pourquoi ça marche. Ici, ce sont des joints de grains entre deux grains de matériaux. On se rend compte que le sodium vient se concentrer et il améliore les caractéristiques de ce type de couche. Et puis finalement, aujourd'hui, on est à 22,6 et on s'est rendu compte que finalement, si on rajoute du potassium, des ions potassium à la surface ici, et bien finalement, on passe à des rendements bien supérieurs. Donc vous voyez, une généalogie, une évolution, et ça, je suis rentré dans le cœur un peu comme si j'avais démonté le moteur de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. En fait, là, c'est un peu un moteur de voiture qui s'améliore peu à peu, et c'est ça un peu comment, peu à peu, on arrive à améliorer les procédés. Ça a demandé énormément, c'est 30 ans d'évolution que je vous ai montré. Aujourd'hui, par exemple, on fait à l'IRDEP, à l'IPVF, on fabrique des couches directement avec des méthodes, pour l'instant celles-là sont des méthodes de laboratoire, où on fait ce type de couche, toute la cellule, et on s'est intéressé plus particulièrement à un nouveau développement du solaire. Au lieu d'avoir des panneaux qui pèsent 20 kg, pourquoi ils pèsent 20 kg? Ils ne pèsent pas 20 kg parce qu'il y a 20 kg de matière active par mètre carré. Il y a une couche de silicium, ça fait 100 à 200 microns, et ça, c'est quelques centaines de grammes. Mais on peut faire encore mieux. Si on remplace le verre par des plastiques, par du papier, par tout, imaginez les possibilités de développement qui vont se faire. Et donc ça, c'est un projet de recherche qu'on a lancé sur du polyimide, parce qu'on a besoin de traitement à température. Polyimide, c'est le Kapton. Et sur le Kapton, finalement, on arrive aujourd'hui au laboratoire à faire des rendements de 18-19%. Et donc ça veut dire que demain, peut-être, on sera capable de fabriquer des cellules un peu comme on fabrique le rêve, des rouleaux de papier. Regardez la quantité de journaux qui sortent chaque jour. Et si c'était des cellules solaires, il y a des problèmes qui seraient réglés plus vite qu'on croit. Voilà, donc les cellules. Et puis le futur, c'est d'aller vers des cellules à 25%. Donc on va retrouver ces 25%. Donc là, on est vraiment dans la compétition avec des nouvelles innovations qui sont en train de se faire. Mais je voudrais juste vous dire qu'il existe maintenant d'autres cellules, ça on en a parlé, et en particulier, la star de toutes, c'est les perovskites. Alors peut-être avez-vous entendu parler des perovskites hybrides, alors c'est quelque chose d'étonnant. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 5 ou 6 ans, et qui a démarré ici, regardez. En quelques années, cette filière a accouché, quelque part, d'une star qui est aujourd'hui à 21%, 22%. Alors, ce n'est pas stable, il y a plein de problèmes, c'est le début, mais il y a un nouveau matériau qui est né. Et on regarde, il y a des naissances. Ici, il y a une naissance du silicium amorphe, ici, naissance des cellules à colorant, et ces naissances, vous voyez, toutes ces recherches amont, finalement, ont accouché de ce matériau un peu futuriste. Et le point étonnant, c'est qu'il n'a plus rien à voir avec une cellule silicium. Il n'a plus rien à voir avec les cellules traditionnelles. C'est en fait une cellule qui mélange de l'inorganique, des éléments comme le silicium, le CIGS, avec des polymères, avec du TiO2. Et vous voyez un peu le type de courbe. Aujourd'hui, à l'IRDEP, enfin à l'IPVF, excusez-moi, aujourd'hui, on vient de franchir la barre des 20% de rendement après quelques années de recherche, et c'est quelque chose. Alors évidemment, les gens vont dire, mais c'est pas stable, il y a plein de problèmes et tout. Oui, mais c'est comme ça que ça marche. Essayons de comprendre pourquoi c'est pas stable, pourquoi il faut le stabiliser. Peut-être qu'on l'abandonnera, mais au moins, il y a une piste extraordinaire pour le futur. Une question fondamentale. On a parlé plein de choses, de rendement, de courbe et tout. Donc juste, Didier, il faut que je fasse attention au temps.
Alors, il y a une question, c'est quel est le rendement? Alors, il y a quelques années, quand je commençais ma thèse, que j'étais à l'école de chimie, dans les années 60-80, on travaillait beaucoup avec les collègues de Stuttgart. On travaillait en réseau, finalement. On parle d'Europe beaucoup. Et ben, l'Europe a joué, la collaboration internationale, ont joué un grand rôle dans le solaire. Et en fait, on a formé un groupe qui s'appelait Euro6, avec des collègues allemands, suédois, espagnols à un moment donné, suisses. Et en fait, la question clé, c'est que je me souviens toujours de mon responsable de recherche, Jacques Vedel, qui disait, avec les Allemands, il faut attendre. La première question qu'ils vont te poser, c'est quel est le rendement? Et en fait, la question, c'est quel est le rendement et jusqu'où on peut aller. Alors, je vais essayer de vous faire une petite démonstration importante parce que c'est un point important à gérer. Alors, quel est le rendement? Alors, je vous ai dit que finalement, une cellule solaire, qu'est-ce que c'est? Les simples cellules solaires, c'est des cellules solaires sur lesquelles on a deux niveaux. Tous les photons qui sont attrapés en dessous ici sont absorbés dans la cellule idéale et vont donner un électron. Donc, un électron par photon. Par contre, tous ceux qui sont en dessous sont perdus pour la science et pour la cellule, et finalement, ces électrons vont être donnés sous une tension dans le circuit extérieur. Et cette tension, c'est tout simplement la valeur de ce qu'on appelle la bande interdite. Donc voilà, très simplement, la cellule solaire, les électrons sont créés par la lumière, et puis la tension est créée par ces deux niveaux qui sont là. Donc finalement, on peut se dire quelle est la cellule solaire idéale? Eh bien, c'est celle on peut calculer très facilement le rendement d'une cellule comme ça en disant je sais les photons qui arrivent par longueur d'onde avec le Soleil. À chaque longueur d'onde, je sais combien il y a de photons qui arrivent par centimètre carré par seconde. À chaque fois, je dis ça fait un électron. Et finalement, plus c'est petit, plus la bande interdite est petite, plus le photocourant qui va être généré va augmenter. Vous voyez, c'est la courbe bleue. Donc on voit qu'en fonction de la bande interdite, finalement, le photocourant augmente jusqu'à, si on est à 0,6, on a 60 mA par centimètre carré. On se dit, c'est super. Prenons une cellule avec un tout petit gap. Le problème, c'est que ça sort une tension. Et la puissance est P égale 8. Donc en fait, le problème, c'est que la tension augmente avec le gap de la cellule, le matériau, mais le courant diminue. Donc il y a un maximum qui se calcule très simplement. Et en fait, ce maximum, il montre que finalement, on ne pourra pas aller au-delà des 30%, 30-31%. Et regardez où on est. Le silicium, il est déjà à 26,6. Donc on est en train de se rapprocher des limites aujourd'hui sur ce modèle. Et ça, c'est théorique. C'est-à-dire que si on ne fait pas grand-chose, on n'aura pas plus que ça. Mais c'est déjà énorme. Et donc les matériaux s'en rapprochent. Finalement, on se dit, mais pour la recherche, comment on va faire? Est-ce qu'on peut faire mieux? Évidemment, on peut faire mieux parce que finalement, si on arrive à trouver un moyen de collecter cette énergie excédentaire ici et qu'on arrive à collecter les rouges, évidemment, on est plus loin. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Carnot, le rendement de Carnot. Il dit que finalement, le Soleil est à 6000 degrés, les cellules elles sont à 30 ou 70 degrés. La conversion, le rendement théorique du photovoltaïque, le rendement de Carnot, il est autour de 95%. 95%. Dans la réalité, si on prend des pertes, on pourrait aller autour de 85%, 80%. Donc il y a une marge considérable, et regardez finalement la courbe obtenue ici, ça c'est celle dont je vous ai parlé des limites des monojonctions, qui vont autour de 30%. Ça c'est tout ce qu'on perd avec les photons rouges, below EG c'est en dessous de la bande interdite, et ça c'est tout ce qu'on perd avec ce qu'on appelle la chaleur, ça fait de la chaleur, la thermalisation. Donc vous voyez qu'ici, si on arrive à rogner là-dessus, eh bien, on pourra monter. Et ça a été quelque chose qui a été fait par Shockley, qui a eu le prix Nobel pour l'électronique. C'est ce qu'on appelle le rendement de Shockley-Queisser, SQ. Et finalement, toutes ces monojonctions, la course des monojonctions, elles se rapprochent de cette limite de Shockley-Queisser. Alors, comment peut-on faire pour augmenter le rendement? Eh bien, ce qu'a dit Didier, c'est qu'effectivement, il suffit de faire une sorte de filet à papillon. Et chaque jonction est adaptée à une longueur d'onde. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe de 33% pour une simple jonction, on en met 2, on passe à 45, on en met 3, on passe à 50. Donc ça veut dire, et après ça se diminue, on peut en mettre 5, 10, etc., on va monter, et au fur et à mesure on gagne. Mais vous voyez, le saut énorme qu'il y a entre eux, si on arrive à faire des doubles jonctions, ce qu'on appelle des tandems, comme pour les vélos, finalement, on relève le plafond. Et c'est exactement ce qui explique ces cellules dont parlait Didier, qui sont à des rendements beaucoup plus élevés. Voilà, donc en fait, tout ça, il y a des calculs théoriques, etc. Donc voilà la voie des multijonctions. Et finalement, aujourd'hui, sur des multijonctions terrestres,
pas loin d'ici, en fait, à l'EPFL ensuite, encore eux, avec le NRL aux États-Unis, ils viennent de sortir un tandem silicium-GaINP, c'est un autre matériau, qui fait 31,4%. Donc ils ont franchi pratiquement la barre de Shockley-Queisser. Donc c'est un peu la route à suivre. Et vous voyez que la recherche, elle n'attend pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, les deux technologies vont peut-être se marier. Donc on va peut-être assister à un mariage des technologies, et ça c'est un point intéressant, c'est qu'il n'y aura pas forcément la disparition de la technologie silicium, mais elle se combinera à des technologies couches minces tout à fait de seconde génération pour donner ce qu'on appelle des cellules tandem. Et vous voyez qu'on commence à construire des cellules tandem sur lesquelles on associe des perovskites avec du silicium, et la route est engagée. Donc peut-être qu'une partie du futur, pour augmenter les rendements, sera d'aller vers ces choses-là. Et donc j'ai défini donc les choses entre un processus pendant des années et des années. On a fait un processus de diversification, les branches s'ouvraient. Et puis finalement, ça c'était en dessous du Shockley-Queisser, je vois qu'on est en train d'entrer dans un processus de convergence aujourd'hui, où on marie les technologies. Et l'objectif qu'on s'est fixé, un objectif qui nous semble intéressant à la COP21, c'est l'objectif 30-30-30. Alors qu'est-ce que c'est que l'objectif 30-30-30 ? C'est un objectif qui a été soutenu par une dizaine de chercheurs de très haut niveau au niveau mondial. On avait proposé au niveau de la COP21, c'est 30% de rendement pour des modules en 2030 à 30 centimes d'euros du kilowattheure. Du watt. Donc on associe, comme le disait Didier, non seulement la performance énergétique, on donne une gamme de temps et on dit aussi un coût, parce que si le coût n'est pas vérifié, il n'y aura pas de développement massif. Voilà le projet 30-30-30. Donc il y a des gens de l'EPFL, il y a des gens aux États-Unis, des Japonais. Voilà un peu la chose. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette vision du photovoltaïque aujourd'hui se développe, et l'AIE qui pendant longtemps, finalement, si vous regardez les roadmaps de l'AIE il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, le photovoltaïque apparaissait, le solaire apparaissait en fin du XXIe siècle. On a des dizaines d'années d'avance. Et aujourd'hui, l'AIE commence finalement à tenir compte et prévoit, par exemple, 4,6 terawatts de photovoltaïque. Alors le photovoltaïque et le thermique, dont a parlé Didier également, et nous sommes là. Et nous sommes là. Donc ça veut dire que derrière, il y a des marchés considérables qui vont se faire, il y a des choses sur lesquelles il faut s'engouffrer et considérer qu'on n'est pas à la fin, mais au début. Et alors si on regarde des roadmaps qui sont faites par cette fois-ci l'industrie photovoltaïque, eh bien regardez des roadmaps sur lesquels on prévoit des installations en 2020 d'environ 200 gigawatts, quand je dis 2020 100 gigawatts, et puis vous voyez des croissances. Alors il y a plein de scénarios qui sont faits, mais tous ces scénarios finalement vont un peu dans le même sens, c'est-à-dire d'une augmentation assez considérable dans la prochaine décennie de cette industrie et de ce domaine. Et j'ai rajouté et ça c'est ma pointe un peu personnelle, je l'ai appelée la bisectrice du cercle. Alors là, j'oublie la partie coût, je prends la partie rendement, et je me dis finalement, je vais reprendre, on est ici, aujourd'hui les modules sont plutôt à 16-17%, eh bien on se dit 2020, 20%, ça sera sans doute fait, puis je me dis finalement la bisectrice, c'est tout simplement 30% de rendement en 2030, là on retrouve le 30-30-30, 40 en 2040, et 50 en 2050. Je ne me prononcerai pas pour aller plus loin, parce que je pense qu'on arrivera quand même à des limites. Mais ça fixe une feuille de route extraordinaire pour la recherche du point de vue des rendements. Je n'ai pas parlé des coûts. Voilà. Et puis photovoltaïque et société, juste pour terminer, pour dire que finalement, on a un foisonnement aujourd'hui des applications. Si vous tapez photovoltaïque sur Google le matin ou énergie solaire, il y a plein de choses tous les jours. Je passe les détails. Ce qui est extraordinaire, c'est que voilà une photo de la plus grande centrale photovoltaïque qui se fait en Chine, Longyangyang, à 27 km², 850 MW. On la voit de satellite. Il y a en France, il y a la centrale à Cestas, qui était la plus grosse à une époque, en 2015. Et puis, ça va aussi sur du photovoltaïque sur des maisons. Il y a des clubs qui se font, il y a des centrales villageoises, etc., où on voit apparaître du photovoltaïque comme ça. Et je voudrais juste terminer en vous disant que le photovoltaïque s'engouffre aujourd'hui. Comme on a un bon moteur, eh bien, on met la voiture qu'on veut avec. C'est-à-dire qu'on a créé un objet qui va rentrer dans toute notre vie quotidienne. Et en fait, une façade, si les panneaux sont noirs, on ne couvrira pas de noir les maisons partout. Mais finalement, les Suisses ont une idée géniale. Ils se sont dit finalement, le panneau noir, effectivement, si on le laisse noir, il fait 20% de rendement. Mais si on lui met du blanc dessus,
qui descend à 10%, et un blanc superbe, ben on pourra le mettre en architecture, etc. Donc on commence à avoir des objets d'architecture qui sont très prisés des architectes qui font des panneaux blancs. Des panneaux blancs. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a un autre objet qui est en train de se créer, c'est photovoltaïque et design, photovoltaïque et vie quotidienne, etc. Et donc, vous voyez, on peut faire de très belles couleurs, qui sont souvent, d'ailleurs, comme ils nous disent, mieux que les couleurs de peinture simple, parce qu'ils ont traité l'optique, il y a énormément de recherche qui est faite sur l'optique. Et en fait, ça donne 9% de rendement, et ils ont une vision tout à fait claire. Ils disent, écoutez, vous venez nous dire qu'on perd du rendement par rapport au silicium ou par rapport à 20%, moi je vous dis, la façade, elle donnait 0. Je passe de 0 à 9, c'est quand même un raisonnement qui a du sens. Après, il y a le prix, il y a etc. Voilà. Et puis sinon, un peu une chose, c'est le photovoltaïque complètement transparent. Et tout simplement, dans ce cas-là, on utilise des longueurs d'onde qui ne se placent pas. On va faire du photovoltaïque avec des longueurs d'onde que l'œil ne voit pas. Donc c'est transparent. Voilà, je terminerai sur cette